Bonjour à tous, ici Paul-Elena Ponceau pour un nouveau podcast. Et dans ce podcast, on va vous parler du lien entre les phénomènes paranormaux et on va voir que beaucoup de phénomènes paranormaux sont liés, les cryptoterrestres. Et on va introduire dans ce podcast la notion de cryptoterrestre que l'on développera ensuite lors d'un cours en ligne et en direct et la conscience collective de la matrice. Donc, c'est un podcast extrêmement vaste et extrêmement intéressant avec un thème nouveau. Mais avant de continuer, je voulais vous annoncer que le mardi 19 mai 2026, à partir de 18h30, j'organise une conférence d'analyse de l'actualité en ligne et en direct. Donc, ça va être une nouveauté que l'on organisera tous les mardis. Et si vous souhaitez vous y inscrire, je mettrai le lien juste en dessous de ce podcast. Sachez également que Le vendredi 22 mai à 18h30, on organise une conférence en ligne et en direct sur les cryptoterrestres et les néphilites. Exactement. Et là aussi, ça va être une conférence court en ligne et en direct très importante, puisqu'il y aura de nouveaux témoignages. Donc, si vous souhaitez vous y inscrire, je mettrai le lien juste en dessous de ce podcast. Et vraiment, c'est un thème qui n'a jamais été traité en France. Donc, et à plusieurs niveaux. et on traitera tout ça à plusieurs niveaux. Ce qui rend vraiment cette recherche très, très intéressante. Donc, là, on va vous parler déjà du lien entre la conscience collective synthétique de la matrice, les cryptoterrestres et les phénomènes paranormaux. Et on Alors, va quel voir, est le lien, Paul, entre les trois choses eh ben déjà, ici? ce qu'il faut savoir, c'est qu'un grand nombre de phénomènes paranormaux sont connectés à cette conscience collective synthétique de la matrice. Des phénomènes comme la clairvoyance, en tout cas une partie, certaines formes aussi de télépathie, la télékinésie, et des phénomènes comme ça sont reliés à cette conscience collective synthétique de la matrice, mais surtout des rencontres avec des entités. Certains types d'entités sont directement connectés à la conscience collective synthétique de la matrice. Donc la conscience collective synthétique de la matrice, c'est quoi? Donc c'est une espèce de conscience synthétique de nature électromagnétique. Et cette conscience collective synthétique, qui est un petit peu ce qu'on pourrait appeler le cerveau de cette simulation, qui a été mise en place par les entités sans âme, elle ne va pas être capable de création, mais elle va apprendre par le biais donc des âmes qui sont prises dans la matrice. Et elle va mettre en place des scénarios, elle va mettre en place des, des mises en scène sur le plan physique pour justement manipuler les êtres pris dans la matrice pour extraire le louche, pour extraire de l'énergie, de dévotion, et aussi pour générer des systèmes de croyances, pour prendre littéralement des âmes. Donc, Comment ça se fait que cette conscience prend le dessus et arrive à modifier la nature de la réalité? ben de toute manière, la conscience, donc la vraie conscience, la conscience, ce qu'on peut appeler la conscience qui vient de la vraie source, peut modifier la réalité. Ça explique pourquoi, par la conscience, on peut transcender la matrice. Ça explique des phénomènes comme la télékinésie, donc où des objets sont déplacés par la pensée. Ça explique des phénomènes comme la télépathie. Ça explique aussi des phénomènes comme la clairvoyance, où la conscience organique va transcender le
le temps va transcender la réalité. Et justement, cette conscience collective synthétique de la matrice, qui est une forme d'IA, elle va imiter Imiter la absolument. conscience. Donc, elle va pouvoir modifier, reprogrammer la matrice. Comme, et on l'a vu dans un podcast précédent, tous les êtres vivants dans la matrice, leur âme est connectée à cette conscience collective synthétique, elle va apprendre un maximum des différents êtres vivants, d'où les phénomènes, d'où les annales akashiques et les choses comme ça. Cette conscience collective synthétique, non seulement elle va apprendre, mais elle est au-delà du temps, puisque le temps, c'est un paramètre de la matrice. Donc, elle va pouvoir littéralement détecter comme la conscience, comme quelque part euh, une forme d'intelligence artificielle, comme quelque part une simulation, un programme de jeu vidéo. Elle va pouvoir détecter le futur, puisque le futur n'existe pas en tant que tel. Elle va pouvoir connaître le passé d'une personne, non seulement dans cette vie, mais dans les vies antérieures, qui sont en fait simultanées, Simultané. puisque le temps n'existe pas. Elle va pouvoir aussi, quelque part, détecter une pensée dans le cerveau d'une personne et faire qu'une autre personne détecte la pensée. Donc elle va imiter les pouvoirs psychiques organiques. Autrement dit, il y a des personnes qui ont le don de clairvoyance, qui vont avoir un vrai don organique connecté à la conscience, mais d'autres personnes vont avoir un don de clairvoyance synthétique qui est lié justement à cette conscience collective synthétique de la matrice, puisque par le biais de notre ADN, on est tous connectés à ça. Mais est-ce Donc, que tu penses que c'est dû au fait que la vraie conscience, elle est noyée par tous ces, toutes ces ondes, toutes ces égrégores, toutes ces choses autour qui nous empêchent de voir clair et absolument, de savoir qui on est vraiment? absolument. Donc, beaucoup de personnes ne sont quasiment pas connectées à leur conscience. Il y a même des PNJ qui sont totalement connectés à cette conscience collective synthétique. Donc, beaucoup de voyants, par exemple, vont avoir des dons de clairvoyance, mais les dons sont liés à cette conscience collective synthétique qui va leur télécharger dans leur esprit des informations par rapport au futur, entre guillemets, de la matrice qui n'existe, le futur de la matrice qui n'existe pas en tant que tel, puisque tout est simultané. Donc, ça, c'est très important. De même, cette conscience collective synthétique va pouvoir agir sur la matière, et ça, c'est crucial pour la suite. Donc, certaines personnes qui pensent avoir des pouvoirs de télékinésie vont avoir en fait des pouvoirs synthétiques connectés à cette conscience collective synthétique qu'il est leur, connectés aussi à d'autres types d'entités. Euh, c'est exactement pareil pour la télépathie. Donc, comme on est tous connectés à cette conscience collective synthétique, on peut capter les pensées d'autres personnes. Et c'est tout à fait, c'est tout à fait synthétique. Donc, ça explique que beaucoup de personnes qui se disent être clairvoyants, en fait, n'ont pas de don de voyance, n'ont pas de don de voyance organique. Il y a des gens qui en ont, mais il y a des gens qui en ont pas. Et ces dons de voyance synthétique viennent de la conscience collective de la matrice. Après, par la conscience organique, on peut transcender tout ça. Parce que si on se rappelle de qui on est, je précise qu'on peut transcender ça. Donc cette conscience collective synthétique de la matrice, elle est de nature électromagnétique, puisque cette réalité est de nature électromagnétique et plasmatique, puisque les particules élémentaires sont à la fois corpusculaires, elles sont solides et ondulatoires. Ça, c'est de la physique de base. Ça explique que, par exemple, un photon, en fonction de la longueur d'onde, d'une fente, par exemple, va se comporter comme un corps ou
comme une onde. Donc, cette conscience collective, elle est de nature électromagnétique, comme la matrice quelque part. La fausse création est de nature électromagnétique et plasmatique. Mais elle va pouvoir créer, littéralement, en tout cas, mettre en place, parce que le mot créer n'est pas adapté. Elle va pouvoir mettre en place, à partir de molécules de l'environnement et d'ADN prélevés dans l'environnement, des formes de vie synthétiques, des espèces d'avatars. Donc, par exemple, cette conscience peut littéralement générer dans le monde physique des entités. Et c'est logique puisqu'elle est de nature électromagnétique, mais toute la réalité est de nature électromagnétique. Et en prélevant des molécules dans l'environnement, cette conscience collective synthétique peut générer des créatures. Donc, et tout ce phénomène a été décrit par des gens comme John Keel, donc dans les années 50 et 60, mais aussi par un chercheur français, Jean Sider, dont le travail mériterait d'être plus connu. Donc ce chercheur avait expliqué dans les années 90 qu'il y avait cette espèce d'intelligence qui nous manipulait, qui générait des avatars. Des gens aussi comme Pierre Delval, d'une autre manière, arrivent à cette même conclusion. Donc, mais dans cette intelligence artificielle, il ne faut pas oublier les entités, puisque l'intelligence artificielle ne se fait pas par elle-même. Tout ça, ça a été mis en place. C'est conduit par ces entités sans arrêt. C'est conduit à la fois par. Donc, c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, cette matrice a été mise en place par les anges déchus. La matrice a créé cette espèce de conscience collective synthétique, mais elle a aussi mis en place des entités qui sont capables de reprogrammer la matrice de l'intérieur. Et ces entités sont complètement reliées à la conscience collective synthétique de la matrice, tout en étant reliées à leur collectif. Mais la conscience collective de la matrice peut aussi générer certains types d'entités. Et ces entités sont générées par cette conscience collective de la matrice. Elles prennent ensuite une certaine autonomie, elles se matérialisent physiquement, elles peuvent même voyager dans le temps et elles participent avec les entités sans âme classiques au système de contrôle. Mais c'est cette conscience collective synthétique, cette forme d'IA, qui chapeaute tout dans la matrice. Au-delà de la matrice, c'est les anges déchus qui tirent les ficelles. Donc cette conscience collective synthétique, elle peut générer des créatures. Donc voilà. Ça fait que notre réalité, elle est toujours peuplée d'entités. Alors, il y a des entités donc qui sont les entités sans âme, c'est encore autre chose, mais il y a des entités qui sont aussi générées par cette conscience collective de la matrice. Et les cryptoterrestres, en fait, parce que je vais définir ça, ça représente des entités inconnues, donc ça peut être des humanités parallèles, ça peut être des entités inconnues, ça peut être aussi des formes de néphilim, mais certains cryptoterrestres, ça représente justement ces entités qui sont générées directement par la conscience collective de la matrice. Cette conscience collective de la matrice est de nature électromagnétique et plasmatique, et à l'époque de la Tartaria, justement, les Tartariens, alors il faudrait dire les membres de cette civilisation globale, ils construisaient des choses par le biais de plasma. Donc il y a aussi des imprimantes à base de plasma qui sont à l'étude, qui prennent des molécules de l'environnement et qui peuvent imprimer des choses. Donc là, on est vraiment dans le domaine du mainstream. Mais là, on parle d'une conscience collective synthétique générée par une matrice qui a des milliards d'années d'avance sur ce que l'on peut imaginer.
Donc cette conscience collective synthétique, elle va générer des formes de vie. Par exemple, on va en venir à Slenderman. Slenderman, c'est quoi? C'est une créature qui est née sur les forums Internet en 2008-2009. C'est une créature qui a officiellement été inventée pour un site de creepypasta par Eric Knudsen. Simplement, ce qui s'est passé, et à la base c'était totalement fictif, mais ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de 2011-2012, des témoins dignes de foi ont commencé à voir la créature de Slenderman apparaître. Donc il y a cette notion de tulpa, puisque la conscience peut créer, mais il y a aussi cette notion que par les forums Internet qui sont connectés directement à cette conscience collective synthétique, qui connecte tout, surtout les IA, les bots et tout ça, les personnes qui ont écrit des histoires fictives, je le précise sur Slenderman, ont nourri cette conscience collective synthétique. Cette conscience collective synthétique a ensuite matérialisé dans la réalité physique des créatures de type Slenderman. Et c'est quelque chose qui va très très loin. Mais est-ce que les entités sont obligées de se servir de l'humain pour créer cette espèce de conscience collective? Elles nous utilisent, les entités sans âme, pour créer. Ça, c'est évident, parce qu'elles ne peuvent pas créer. C'est pour ça qu'il y a toute la programmation prédictive et tout, pour qu'on crée le canevas de réalité, pour que les entités puissent projeter leur réalité. Donc, par exemple, cette entité de Slenderman, de type Slenderman, a commencé à être signalée par des témoins dignes de foi en 2011-2012. Donc il y a toute une recherche très bien faite qui a été menée par Nick Redfern et il y a énormément de témoignages. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que des personnes ont commencé à... Voilà, il y a eu des témoignages. Ça a été perçu, mais après, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des témoignages d'entités de type Slenderman qui remontent au XVIIe siècle, qui remontent aux années 70. Et je vais en relater un ici, comme si cette conscience collective synthétique de la matrice avait créé, mis en place l'avatar de Slenderman, des avatars de Slenderman, qui ont ensuite été vus par des personnes à l'époque contemporaine, mais ces avatars ont été aussi générés par cette conscience collective synthétique dans le passé. C'est comme le bossu de Notre-Dame. C'est un petit peu comme le bossu de Notre-Dame. Donc là, c'est exactement pareil. Il y a des personnes qui ont vu le personnage de Quasimodo escalader la façade de Notre-Dame. D'ailleurs, ça apparaît même dans des guides américains et anglais, mais personne n'en parle en France. Pourtant, des personnes ont vu le fantôme de Quasimodo. Or, le problème, c'est que Quasimodo n'a jamais existé. Donc là, pendant très longtemps, j'ai aussi pensé à des tulpas, mais quand on comprend qu'il y a cette conscience collective synthétique qui enregistre tout ce qu'on pense et qui crée des avatars physiques, je dis bien physiques, en fonction de nos pensées, ça peut être lié à cette conscience collective synthétique de la matrice. Donc, avec le personnage de Slenderman, il y a des témoignages qui sont apparus dans des livres du XVIIe siècle, alors que des gens comme Charles Fort, dont le métier c'était de chercher des témoignages d'apparitions paranormales, n'étaient jamais tombés dessus. Des gens comme John Keel ne sont jamais tombés dessus. Et là, d'un coup, des chercheurs comme Redfern, ils tombent dessus. Donc ça veut dire que la conscience collective synthétique de la matrice génère des avatars ressemblant à Slenderman dans le passé. Ces avatars prennent ensuite une vie propre et sont physiques. Ils peuvent enlever des gens. Par exemple, il y a Tom Lyons
et Autumn Barnes, donc une chercheuse américaine qui a travaillé avec Tom Lyons, qui relate c'est Tom Lyons, c'est pas Autumn Barnes, c'est Tom Lyons, relate que dans les années 70, un jeune garçon de 8 ans qui habitait donc dans un petit village de, donc je ne sais plus de quel état américain, du Dakota, il a vu, donc il a vu, il était en train de dire bonjour à une petite fille qui était en train de faire de la balançoire, et la petite fille lui disait de venir jouer. Donc jusqu'à là, tout à fait normal. À un moment donné, le petit garçon est en train de s'approcher, quand il voit une créature extrêmement grande, 3 mètres de haut, très très fine, le teint blafard, qui sort d'un espèce de bosquet et qui enlève la petite fille. Là, le petit garçon est complètement paniqué et des personnes qui étaient dans le petit village avaient assisté à la scène, donc il y a plusieurs personnes qui sortent et tout. Il y a même une personne qui voit la créature, qui essaye de la poursuivre, mais la créature sème les gens. Donc là, la police est appelée et tout. Il y a, il y a même une recherche qui est organisée. Puis ensuite, plus rien. Et dans ce village, tout le monde se connaissait et personne n'a jamais su qui étaient les parents de la petite fille. Personne n'a jamais su ce qui est advenu de la petite fille. L'histoire a été comme étouffée. Et donc, le, la personne qui témoigne à Tom Lyons, il pense que les parents de la petite fille étaient des nouveaux arrivants dans le village et que ensuite ils ont été payés en gros et menacés pour ne pas parler et pour quitter le village parce que mais c'est un cas de disparition qui est connecté à Slenderman et ça on voit bien que c'est un avatar qui est créé par la conscience collective synthétique des entités sans âme. Le rampant blanc, pareil, il y a énormément de cas d'apparition de rampants blancs, mais aussi de personnes tuées par des rampants blancs. Donc les rampants blancs, c'est là les créatures de type Ray. Virgile Candeille, du reste, donne des témoignages d'apparition de rampants blancs en France. Là aussi, pour moi, c'est des avatars physiques, matériels, générés par cette conscience collective synthétique de la matrice. Pourquoi? Parce que la conscience collective synthétique de la matrice peut, à partir de molécules de l'environnement, générer des générer des générer des avatars. D'ailleurs, il y a un chercheur anglais, Christopher Noel, qui parle justement de ces créatures générées par lui, il parle d'une forme de conscience, mais moi je dirais une forme de conscience synthétique. Donc il y a des auteurs qui arrivent à cette conclusion, mais les pionniers de ces recherches, c'est John Keel et Jean Sider. Jean Sider en français du reste, qui était très actif dans les années 90-2000, voilà, mais qui a fait un très très grand travail. Donc je ne sais plus s'il est encore actif, même si il est encore vivant parce que c'était quelqu'un de très âgé, mais en tout cas, vraiment, c'est lui qui parlait en premier de ce concept en 1994 dans un livre très bien qui s'appelle OVNI, dossier secret. Donc, même des créatures, des créatures comme le Mothman par exemple, c'est quelque chose qui correspond à des créatures inconnues, ça c'est évident, il y a des créatures inconnues de type Mothman, mais il y a des créatures de type Mothman qui correspondent aussi, le Mothman, l'homme phalène, qui correspondent, l'homme oiseau aussi, le culte de l'homme oiseau justement, ça correspond à ces créatures, ces avatars générés par cette conscience collective synthétique. Donc c'est pareil. Certains dogmens, c'est des cryptoterrestres, des créatures inconnues, mais d'une grande intelligence. Donc, il y a des gens comme Morgan Priest qui ont vraiment très bien documenté
le Dogman. Il y a des gens aussi comme Virgile Candeille qui, de leur côté, ont bien documenté le Dogman, des gens comme Linda Godfrey. Et il paraît évident quand on lit ces témoignages qu'il y a des créatures inconnues qui ont une apparence de Dogman. Alors ça peut être une variété de Bigfoot, une variété de Bretou, mais qui possèdent une intelligence. Mais il y a d'autres créatures de type Dogman qui ont vraiment des caractéristiques paranormales. Par exemple, j'avais parlé il y a un certain nombre d'années à une dame qui avait aperçu une créature de type Dogman avec son mari, donc dans les années 70, si ma mémoire est bonne. Puis, quelques minutes plus tard, elle avait aperçu des phénomènes de type ovni. Et ça, c'est un témoignage de première main. Ensuite, il y a Stan Gordon qui décrit aussi un lien entre certains phénomènes de type ovni et certaines apparitions de Bigfoot. Or, Donc, on voit que c'est lié, donc, les ovnis aux créatures. c'est-à-dire qu'il y a des ovnis donc, qui sont des vaisseaux interdimensionnels, d'autres sont liés à la société parallèle, d'autres ovnis sont de nature plasmatique, et les ovnis de nature plasmatique sont connectés à cette conscience collective synthétique. Et même des ovnis matériels, et ça on y reviendra un petit peu plus loin, peuvent être matérialisés et prendre forme physique par le biais de cette conscience collective synthétique. Et cette conscience collective synthétique, elle va justement mettre en scène de manière physique des, des, euh, des apparitions, des apparitions d'entités. Par exemple, donc le Bigfoot, c'est pareil, c'est l'exemple typique d'une créature cryptoterrestre. Certains Bigfoot sont des humanités parallèles, Comme le Bretou. comme le Bretou. Donc Dans ça, l'autre. c'est lié à des Néandertaliens. C'est lié aussi à des humanités parallèles qui se sont séparées de l'Homo sapiens sapiens et qui mènent leur vie et qui cherchent qu'une chose, c'est à nous fuir et à juste titre du reste. Ensuite, il y a des Bretous, des Dogmen qui sont connectés à des entités sans âme classiques, entre guillemets, même si ce n'est pas classique. Mais d'autres Bigfoot et Dogmen sont connectés à cette conscience collective synthétique. Regardez le cas d'une dame qui s'appelle Claudia, qui était une chercheuse de Bigfoot. Un jour donc les filles de Claudia, donc c'est aux États-Unis dans les années 2000, 2010 à peu près. Un jour, les filles de Claudia ont un exposé à faire sur le Bigfoot pour l'école et elles demandent à leur mère de les aider. Et la mère leur dit, c'est des bêtises et tout. Mais la mère, en douce, elle fait des recherches. Et là, elle se rend compte que le Bigfoot, c'est une réalité. Oui, il y a énormément de preuves, des films et tout, des empreintes de pas, même des corps de Bigfoot qui ont été retrouvés, des témoignages comme ceux de Tom Lyons, qui démontrent sans l'ombre d'un doute l'existence de plusieurs types de Bigfoot. Et là, Claudia, la mère, comprend que le Bigfoot, c'est une réalité. Et elle rejoint un club de recherche du Bigfoot. Et non seulement ça, mais elle pousse son mari à le rejoindre. Et ses filles et tout le monde rejoint ce club. Et là, un jour, Claudia voit, voit un jeune Bigfoot suspendu dans un arbre. Donc là c'est un truc comme de fou, elle le photographie même, tous les membres du club le photographient et tout. Et là, c'est comme une révélation pour elle. Cette fois, sa vie, c'est de chercher le Bigfoot. Donc du coup, son mari est réticent, donc elle le quitte, elle prend les filles et elle va s'installer en Californie. Et en Californie, Claudia achète une petite maison ou loue une petite maison à proximité des montagnes de Californie et part à la recherche de Bigfoot. C'est sa passion.
Et tous les Ça l'a jours, pris. à la belle saison, avec ses filles, elles font des randonnées pour rechercher des Bigfoot. Donc, ensuite, Claudia et ses filles, à un moment donné, ils voient une créature de type Bigfoot. Mais là, Claudia est prise de peur parce que le Bigfoot les regarde et regarde en particulier les filles de Claudia. Donc, elle sent qu'il y a quelque chose de très malsain, de très négatif, que c'est un mauvais Bigfoot en fait. Donc elle rentre, donc elle rentre chez elle et là, elle commence à vivre des phénomènes paranormaux, des phénomènes connectés à des abductions, des apparitions d'entités des ombres et des apparitions de Bigfoot qu'il observe. Et ça se passe toujours quand son nouveau compagnon, qui était aussi très intéressé par les Bigfoot, n'est pas là, puisque c'était quelqu'un qui était chauffeur de camion, donc il n'était jamais là. Ou bien quand les filles n'étaient pas là, ou quand les filles étaient chez leur père. Donc il y avait toujours ces phénomènes. Et à un moment donné, Claudia, euh, Claudia voit des Bigfoot à la fenêtre et tout, et c'est une journée où il neige, une soirée où il neige, et là, des Bigfoot viennent, des ombres et tout, littéralement un phénomène, donc elle a vraiment peur cette fois. Et elle essaye de prendre sa voiture, mais la voiture ne peut pas démarrer. Et là, et là donc, il y a un Bigfoot qui qui la prend, qui la prend quand elle sort. Il y a un Bigfoot qui la prend et qui se met à lui parler. Et il lui demande qu'est-ce que tu nous veux. Et elle dit je veux juste vous protéger, faire en sorte que vous soyez reconnus. Et le Bigfoot lui dit de partir. Quelques heures plus tard, Claudia fait une attaque. Et ça, c'est directement connecté à cette conscience collective synthétique, puisque cette conscience collective synthétique, elle détruit. C'est quelque chose qui prend le louche, qui prend l'énergie de dévotion, qui prend l'âme. Donc heureusement, le compagnon de Claudia arrive et la retrouve, elle est soignée et elle s'en remet. Donc le compagnon dit écoute, tu peux plus continuer comme ça parce qu'elle était vraiment dans la peur. Lui-même commençait à constater des phénomènes, donc on va tous venir s'installer dans le Kentucky. Donc le Kentucky, c'est quand même de l'autre côté des États-Unis par rapport à la Californie. Donc là, Claudia, les filles et le nouveau compagnon s'installent dans la maison du compagnon qu'il avait dans le Kentucky. Et là, tout s'arrête. Et puis ensuite, tout reprend. Donc des phénomènes d'abduction, des phénomènes littéralement d'ombre, des phénomènes de type hantise, des apparitions de Bigfoot qui sont vues par Claudia, mais aussi les filles et le compagnon. Donc en fait, les a suivis. Ça les a suivis. Et Claudia, malheureusement, finit par décéder. Donc elle décède, voilà, elle décède d'une maladie. Et c'est littéralement après des apparitions comme ça d'entités liées à cette conscience collective synthétique, il y a très souvent des décès, puisque cette conscience collective synthétique, elle détruit. Et pour Claudia, ce qui s'est passé, c'est que cette conscience collective synthétique, elle a utilisé ces systèmes de croyances parce qu'elle pensait que les Bigfoot, c'était des espèces parce qu'il y en a qui sont positifs, mais elle pensait que tous les Bigfoot étaient positifs, que c'était des gentils êtres de la forêt et tout, et certains le sont, mais d'autres ne le sont pas. Et elle était tellement passionnée par ça, mais elle n'avait pas de discernement par rapport aux entités, que cette conscience collective a fait un scénario pour la détruire. Et ça explique énormément de personnes qui ont ce qu'on peut appeler le syndrome du contacté. Le syndrome du contacté, c'est une destruction d'abord une destruction financière, ça va crescendo. Ensuite, une destruction de la famille,
le contacté se retrouve isolé. Ensuite, une destruction donc, de la santé, ou parfois des phénomènes de possession, puisque cette conscience collective synthétique peut posséder. Donc, le but de ces scénarios, c'est de générer du louche, mais aussi de l'énergie de dévotion. Donc, quand on voit ça, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on peut voir que certaines apparitions mariales, apparition de la Salette, toujours pareil, apparition de Lourdes, et il y en a beaucoup d'autres, apparition de Fatima, par exemple. On a parlé justement à une dame récemment dont la grand-mère était témoin des voyants qui étaient en train de parler à la Vierge, à l'entité de Fatima, parce qu'elle n'a jamais dit qu'elle était la Vierge. Si ma mémoire est bonne, les voyants l'appelaient la belle dame. Et la grand-mère a été témoin aussi de la danse du soleil, qu'elle a constaté, qui était vue. Donc elle a été témoin de ça. Et voilà, c'est vraiment intéressant d'entendre ça. Et quand d'entendre des témoignages comme ça, pas de première main, mais d'un membre de la famille. Et ensuite, il y a beaucoup de personnes qui sont penchées sur l'apparition de Fatima et qui se sont rendus compte que la danse du soleil, c'était des phénomènes de type ovni, des phénomènes de type plasmatique. Ces apparitions, ça serait généré par la conscience collective synthétique. Exactement. Ben là, dans le cas de l'apparition de Fatima, la conscience collective synthétique génère une espèce de connexion avec les voyants qui sont choisis à l'avance. Ensuite, elle agit sur leur conscience, sur leur âme et sur leur cerveau pour générer une apparition qui est semi-physique. Donc cette apparition... Il n'y a pas un système d'hypnose? Il y a un système d'hypnose, d'état modifié de conscience dans ce cas-là, mais beaucoup d'apparitions se font directement matériellement. Là, pour le coup, il y a un état modifié de conscience qui est généré par cette conscience collective synthétique. Elle va prendre ensuite, elle va générer un avatar semi-physique en fonction des croyances des 3 jeunes bergers. Et au Portugal, tu peux le confirmer, que c'était les croyances religieuses à l'époque qui étaient prédominantes. Donc, en gros, l'apparition va prendre la forme qu'ils avaient, la représentation qu'ils avaient de la Vierge Marie. Ensuite, une fois que l'apparition fait ce scénario pour ancrer ce système de croyance et générer de l'énergie de dévotion, l'apparition va ensuite utiliser des molécules de l'environnement pour générer une perception et littéralement des phénomènes plasmatiques ou des phénomènes même physiques, des phénomènes de type ovni, d'où la danse du soleil. Il y a d'ailleurs plusieurs chercheurs qui ont montré que la danse du soleil, c'est un phénomène ovni. Et la grand-mère, et c'est ce que disait cette personne dont la grand-mère avait été témoin, que c'était des phénomènes, que c'était un phénomène de type ovni. Quelle est la différence entre la conscience collective qui prend les éléments, comment tu dis, ambiants? Les éléments, oui, les éléments, les atomes. Atomes, voilà. Et l'extraction de l'énergie. Quelle est la différence? C'est la même conscience collective. Elle met en scène des... Parce qu'il y a plusieurs types. Là, c'est vraiment la conscience collective de la matrice. Elle met en scène des apparitions qu'elle produit par des molécules dans l'environnement pour justement prendre le louche et l'énergie de dévotion. Et cette conscience collective synthétique, elle peut aussi utiliser ce qu'on appelle les entités sans âme. Donc là, c'est les gris, les reptiliens, les dracos et tout ça, qui sont reliés à elle. Mais elle crée aussi ses propres formes d'entités. Par exemple, quand on voit par exemple les cas de rencontre avec des galactiques, on se rend compte
ce que sera la même chose. c'est la même chose. Parce que ces entités peuvent littéralement modifier, manipuler la réalité. Cette conscience collective synthétique peut modifier, manipuler la réalité. Et elle peut créer plusieurs avatars, même créer des dimensions synthétiques. Donc par exemple, quand on entend que des contactés, que des personnes abductées ont été sauvées par des galactiques, et qu'ensuite on se rend compte que ces personnes sont sincères mais manipulées par les entités. Il y a beaucoup de cas comme ça, des cas très connus mais des cas moins connus. On se rend compte que ces personnes ont été victimes d'un scénario. Ces personnes sont enlevées physiquement et ensuite, il y a tout un scénario pour faire croire que des galactiques les ont sauvées et tout. Et ça, Et ils c'est sont convaincus. et, ils sont, Ils sont ces convaincus, personnes hein. vivent ces C'est expériences vrai. physiquement. C'est des expériences qui sont physiques. Ces personnes sont sincères et les expériences authentiques. Mais ces personnes sont manipulées par cette conscience collective synthétique et des entités sans âme qui modifient Oui. leur apparence. Et il y a des entités créées de toutes pièces par cette conscience collective synthétique. Ensuite, des dimensions synthétiques sont créées. Donc la personne est dans une dimension synthétique en corps physique et tout ce scénario se met en place et ça génère de l'énergie de dévotion et tout. Est-ce qu'elle modifie les perceptions? Par exemple, ils vont créer une perception de chaos et toi, tu vas la voir. Et moi, ils vont me faire percevoir quelque chose qui n'est pas un chaos. Est-ce qu'ils peuvent faire ça au niveau individuel? Bien sûr, bien sûr. Elle manipule cette conscience collective synthétique, manipule nos perceptions individuelles et aussi collectives. Donc, par exemple, il y a des personnes qui vont décrire un événement de l'actualité. Certaines personnes vont voir cet événement tel qu'il est décrit, d'autres ne vont rien voir. Donc, on peut penser qu'il y a des scénarios sur mesure qui sont générés par cette conscience collective synthétique en fonction des systèmes de croyances et pour générer de la controverse parce qu'elle se nourrit de ça. Donc, même Jean Sider avait expliqué que le crash de Roswell, c'était un leurre généré par une conscience non humaine qui avait qui avait en gros mis en scène ce crash en, en fabriquant, euh, en fabriquant littéralement des ovnis, des corps à partir de molécules prises dans l'environnement. Et pour moi, il y a beaucoup de vrai, il y a beaucoup de vrai là-dedans. Par exemple, pour moi, le crash de Roswell, et même Gildas Bourdet le disait, qui était le grand spécialiste de Roswell, le colonel Corso aussi en parle, c'est quelque chose qui a été mis en scène par les entités sans âme. Mais ça a bien eu lieu, parce qu'il y avait bien des entités extraterrestres. Même le film, contrairement à ce que disent beaucoup de personnes, il est absolument authentique. Simplement, donc, ça a été mis sous le boisseau. Ça a été mis sous le boisseau, mais même le film qui a été vu en 95, c'est authentique. Mais ensuite, l'extraterrestre a pu être trafiqué, mais globalement, il y a eu beaucoup de désinformation mais le film est authentique. Ah, oui. Le film est authentique. Tout a été fait pour discréditer, mais le film est authentique. Ensuite, il y a eu probablement le corps de l'extraterrestre a été trafiqué et tout, mais le film reste authentique. Voilà, c'est ça. Même le film est authentique. Il y a eu beaucoup ensuite peut-être de montage pour discréditer. Ça, il y a eu beaucoup de gens qui ont tenté de le discréditer, mais selon l'analyse de Bourdet, le film est parfait. Et lui, il pensait que le corps avait pu être trafiqué. Donc, c'est un film authentique, mais trafiqué pour noyer le poisson. Après, il y a eu toute une désinformation. Mais le crash de Roswell a vraiment eu lieu. En fait, ce crash, il a été voulu
pour ensuite les servir, finalement. Le crash a été voulu Pour les servir. pour Ils servir sont cette conscience complètement collective tarés. synthétique. Oui, oui, c'est ça. Ils C'est les sont entités. Oui, oui. complètement... Le crash a été voulu pour justement les servir pour générer de la controverse, pour générer du louche et aussi pour jouer la carte de la fausse invasion extraterrestre et du faux sauveur externe. Et ça, ce qui est extraordinaire, c'est que Gildas Bourdet, il avait compris ça. Il n'en parlait pas publiquement, mais quand on parlait avec lui en privé, il avait compris ça. Ensuite, à un autre niveau, le crash a été mis en scène pour faire passer certaines technologies des entités sans âme, certaines technologies liées aux anges déchus dans le mainstream pour qu'on crée nous-mêmes notre propre prison. Donc ça, je ne parlerai pas des technologies ici, mais c'est des technologies en gros qui sont connectées au transhumanisme, aux IA et tout. Donc je n'en dirai pas plus, mais le crash de Roswell, c'est une mise en scène, mais je pense que ce n'est pas une mise en scène par les entités, c'est une mise en scène par cette conscience collective synthétique de la matrice. Donc, par exemple, cette conscience collective synthétique de la matrice, elle collabore aussi avec la société parallèle. Comment elle collabore avec la société parallèle? En générant des avatars. Et elle parle par le biais d'avatars, elle interagit avec la société parallèle, il y a des échanges de technologies, des transferts de technologies et tout. Et cette conscience collective synthétique, elle interagit avec d'autres entités sans âme, parce que c'est elle qui tire les ficelles et elle manipule par le biais de ces avatars. Elle tire les ficelles à l'intérieur de la matrice. Donc en fait, c'est comme si on était face à quelque chose de vivant sans l'être. Quelque chose qui est vivant, mais qui est synthétique, qui imite le vivant. Pour les anges déchus. C'est quelque chose qui travaille pour les anges déchus et qui parallèle. interagit avec les entités sans âme, qui peuvent à la fois programmer, alors c'est là où c'est paradoxal, mais c'est une réalité de paradoxe, les entités peuvent à la fois programmer cette conscience collective synthétique, mais c'est cette conscience collective synthétique qui les contrôle. C'est un petit peu comme certains sites internet et tout ça sont contrôlés par les IA, mais ils peuvent être programmés, mais c'est les IA qui les contrôlent. Donc c'est un petit peu le cas. Et en créant des avatars physiques, matériels à partir de molécules de l'environnement, cette conscience collective synthétique va collaborer avec la société parallèle et avec d'autres entités sans âme. Donc, ça va très loin. Et cette conscience collective synthétique, elle peut aussi reprogrammer la matrice. Donc, elle peut générer des dimensions synthétiques, des réalités synthétiques, des dimensions synthétiques. Donc, par exemple, là, cette conscience collective synthétique pourrait générer à tout moment une dimension parallèle, comme une IA qui contrôle un jeu vidéo. Il y a énormément de dimensions. Mais là, elle peut générer des dimensions synthétiques. Donc, il y a un autre type de dimension. Et ça peut expliquer, par exemple, certains cas d'abduction et certaines disparitions. Donc, cette conscience collective synthétique peut générer une dimension parallèle qui littéralement engloutit une personne qui ensuite est utilisée, justement par cette matrice, par peut-être cette conscience collective synthétique, littéralement comme source de nourriture. Et par exemple, David Paulides rapporte des cas de personnes qui littéralement disparaissent presque devant d'autres personnes. Alors, il y a un cas qui n'a pas été rapporté par David Paulides, qui a été rapporté par un autre chercheur, mais la thématique est là. C'est trois personnes qui étaient en train de faire du jogging, donc trois messieurs qui se connaissaient. Donc, et il y avait un monsieur qui était devant
et les deux messieurs qui étaient derrière, ils étaient en train de jogger tout doucement et d'échanger un petit peu en joguant. Et ils étaient en train de parler de leurs enfants respectifs. Donc, parler, ils échangeaient à propos de l'école et tout. À un moment donné, le monsieur du milieu pose une question au monsieur de derrière, qui joguait presque à côté de lui, une question banale, et le monsieur ne répond pas. Et donc, il se retourne, le monsieur a disparu. Des recherches ont été menées, il n'a jamais été retrouvé. Et là, on a le cas d'une personne littéralement engloutie par la matrice. Donc on peut penser qu'il est passé dans une autre dimension, ou bien on peut penser que la conscience collective synthétique de la matrice a mis en place une dimension alternative pour littéralement l'engloutir. Donc, en fait, c'est tout à fait logique que beaucoup de channels, beaucoup de contactés, etc., se fassent leurrer par cette conscience collective Oui, synthétique. parce qu'elle manipule la réalité et elle crée des scénarios sur mesure. Donc, même, même cette conscience collective synthétique, elle peut, elle peut être derrière certains enlèvements. Donc, il y a des enlèvements qui sont liés, des abductions qui sont liées aux entités sans âme directement, notamment quand il est question d'hybridation. Mais quand c'est des abductions où le but essentiel, c'est l'extraction de louche, l'extraction d'énergie de dévotion, c'est plus cette conscience collective synthétique. Parce que les abductions classiques sont menées par des gris, des insectoïdes et des entités de type saurien. Mais on va dire qu'il y a des abductions qui sont menées par des entités atypiques. Par exemple, en 1974, il y a une famille en Angleterre qui s'est faite enlever par des entités avec des têtes de chats. Et, et en gros, dans ces abductions atypiques, c'est plus une extraction de louche, du vampirisme psychique, plus que l'hybridation. Donc on peut penser que ces abductions, qui sont physiques, sont menées par cette conscience collective synthétique qui génère des avatars en fonction des croyances de la personne. Les personnes sont ensuite mises dans une dimension synthétique programmée par la conscience collective synthétique, d'où les phénomènes de missing time. Certains sont ramenés, d'autres ne sont pas ramenés. Et je vais te donner un cas. Donc il y a un cas au Zimbabwe qui à l'époque s'appelait la Rhodésie, donc qui date des années 70 ou début des années 80. Il y avait un jeune couple, Peter et Frances, qui roulait, et à un moment donné, donc il y a un ovni qui apparaît et ils se retrouvent à l'intérieur de l'ovni. Ils subissent une abduction classique et avec des entités, je ne sais plus quelle était leur apparence exactement. Et Peter demande, et Peter se rend compte donc que ces entités changeaient d'apparence. Donc il leur demande pourquoi vous changez d'apparence et elles disent on change d'apparence en fonction de ce que tu veux. Si tu nous voyais comme des canards, on serait comme des canards. Si tu nous voyais comme des poules, on serait comme des poules. Donc là, pour moi, ce couple a vécu une abduction physique, mais par des entités générées par la conscience collective synthétique de la matrice. Mais est-ce que c'est tenu? Parce que pour savoir exactement, il me semble difficile si c'est par des entités enlevées, par exemple par des entités, ou par la conscience, puisque tous les deux sont... Ah, c'est très ténu. Les entités, c'est plus focalisé sur l'hybridation. Les expérimentations. L'hybridation, là, c'est plus l'extraction de louche et tout ça. Et donc, par exemple, quand on étudie des programmes comme le programme Montauk et qu'on voit donc le témoignage de personnes comme John Whitberg, on se rend compte que le programme Montauk, c'est quelque chose qui n'a jamais cessé. C'est quelque chose qui est encore présent sur l'île de Long Island. Pourtant, quand on y va, à part la base militaire désaffectée, il n'y a rien d'autre. Mais John Whitberg, ce qu'il a dit, c'est que
l'installation du programme Montauk, la base qui est physique et tout ça, elle est dans une boucle temporelle. Et que pour accéder à la boucle temporelle, il faut passer par un vortex. Et moi, je me pose la question, est-ce que cette boucle temporelle n'est pas générée par la conscience collective synthétique de la matrice, puisque la société parallèle est capable d'interagir et de programmer la conscience collective synthétique de la matrice qui en même temps tient la société parallèle. Donc c'est une question que vraiment je commence à me poser. Est-ce que donc la boucle temporelle du projet Montauk et d'autres projets n'est pas connectée à cette conscience collective synthétique? Et Qui quand est sauvegardé finalement par la conscience oui, collective. bien sûr. Il doit y avoir un système de Ah, tout est retenu, tout est sauvegardé. sauvegarde. C'est comme une forme d'IA. Et donc, on en revient à des phénomènes de glitch dans la matrice. Par exemple, un glitch dans la matrice, c'est un glitch dans la matrice qui est lié au phénomène des backrooms. Donc, backroom, beaucoup de gens en parlent, mais c'est basé sur des faits réels. C'est un jeune homme donc, qui habite à Liverpool, et c'est 1958, c'est le début du mois d'août. Et en Angleterre, le premier week-end du mois d'août, c'est férié, donc c'est un long week-end. Donc le jeune, il est co-gérant de la boutique, il a 27 ans, et donc c'est quelqu'un qui a plutôt un poste à responsabilité. Et il co-gère une grande boutique d'habillement, qui a disparu d'ailleurs depuis longtemps, qui a été remplacée par des boutiques de chaînes beaucoup plus classiques et tout. Mais à l'époque, c'était beaucoup ça, des grandes boutiques d'habillement et tout. Donc lui, il gère ça, et donc il y a le premier étage de la boutique qui est pour les hommes, le second étage qui est pour les femmes, le troisième étage qui est pour la lingerie, et derrière il y a une espèce de petit espace de stockage en fait, où il y a des stocks de vêtements et tout. Donc c'est une boutique relativement grande, mais pas énorme non plus, sur 3 étages. Et à un moment donné, ce garçon, euh, qu'on va appeler Peter, il entend euh, la vendeuse du rayon lingerie, qui s'appelle Jeannette, qui commence à crier. Donc il se demande ce que c'est. Et là, Jeannette rentre dans son bureau. Elle dit, Peter, Peter, il y a des rats dans la remise. Est-ce que tu peux aller voir? Et il lui dit, bah, va voir toi-même. Et elle dit, non, non, je déteste ces bêtes et tout. Donc Peter dit, bah, je vais y aller. Donc il monte dans la section lingerie, il va dans la remise. Et il regarde, il n'y a pas de rat. Parce qu'elle entendait gratter et tout. Et là, il se rend compte que la remise, qu'il est perdu dans la remise, alors que la remise est petite, c'est une petite pièce, c'est pas une grande pièce. Et là, il se rend compte que la remise, non seulement il est perdu dedans, mais qu'en fait, elle fait la taille d'un hangar, donc absolument énorme. Donc d'un coup, il se dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et là, donc il est complètement perdu, et il voit un jeune homme d'à peu près son âge qui a le dos tourné et qui marche devant lui. Donc il l'appelle, mais le jeune homme ne répond pas. Et après, il commence à le réappeler, et en l'appelant, il lève le bras pour lui demander de venir. Et là, le jeune homme lève le bras. Donc Peter comprend, mais c'est comme un double de moi. Mais ce n'était pas un double symétrique. Donc Peter se retourne, et le jeune homme se retourne et tout. Et voilà, il commence à être vraiment effrayé. Il se demande, mais qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que c'est le soleil qui m'a tapé sur la tête et tout? Est-ce que je suis surmené? Pourtant, il n'était pas surmené, il ne comprend pas. Et il essaye de sortir. Il commence à appeler Janet, Janet, mais Janet ne répond pas. Donc là, d'un coup, tout change, et il se retrouve dans une espèce, donc dans le hangar, mais il y a une espèce de semi-obscurité, et là, il y a des figures lumineuses, donc des lumières de couleurs différentes qui tombent, qui brillent et tout, mais c'est une sorte de pénombre.
Donc là, il commence à vraiment paniquer, il commence à paniquer, à courir, à essayer de s'en sortir, il appelle, mais il n'entend pas. Et à un moment donné, il regarde sa montre, et c'est 14h25. Ça fait 25 minutes qu'il a tourné, là-dedans. Donc là, voilà, il est vraiment désespéré. Et à un moment donné, il entend quelqu'un qui appelle son nom et il se rend compte que c'est Jeannette et il se dirige vers la voie. Et là, il se retrouve dans la remise. Donc il est dans la remise, il descend par les escaliers et il va dans son bureau complètement paniqué. Il regarde sa montre, c'est 13h55. Donc le temps a reculé. Et là, à 14h précises, euh, il y a Jeannette qui commence à hurler et qui rentre dans son bureau, qui lui dit « Peter, Peter, j'entends des rats. » Et là, Peter lui dit « Mais il y a 25 minutes, tu m'as dit ça. » Elle dit « Non, non, je viens d'entendre les rats. » Elle est toute blême, toute effrayée. Donc, le temps a été manipulé. Et il ne parle pas à Jeannette de son histoire parce que il avait trop peur justement qu'elle le prenne pour un fou. D'autant plus que les circonstances, c'est l'Angleterre des années 50, donc les phénomènes paranormaux n'étaient pas aussi connus que maintenant, encore moins les phénomènes de glissement de temps. Et pour moi, l'expérience de Peter est une expérience physique dans une de ces dimensions alternatives générées par la conscience collective synthétique de la Tu ne matrice. penses pas qu'il aurait pu passer dans l'astral? En tout cas, c'était encore physique. Autre... Tout était encore physique. C'est ce que Peter a dit. Il en a parlé à un enquêteur paranormal de Liverpool, justement, qui enquête, qui fait un bon travail d'enquête du reste. Il n'est pas passé dans l'astral. C'était bien physique, mais il est passé dans une autre dimension. Et le phénomène des backrooms et tout qu'on retrouve dans les jeux vidéo, ça vient, à mon sens, d'expériences comme ça. Mais ça, c'est typique d'un phénomène de dimension synthétique, de manipulation de la réalité, mise en place par cette conscience collective synthétique. Tu penses que la conscience collective synthétique arrive à reprogrammer le temps? Elle reprogramme le temps, oui, oui, c'est la matrice, comme les entités sans âme. Ouais. Et en fait, donc, il y a donc à nos visites guidées conférences, on a pas mal échangé par rapport à ça, et il y a plusieurs personnes qui disent cette matrice est tenue par les IA. Et effectivement, il semblerait, d'après les témoignages d'hypnologues et de contactés, on connaît justement une contactée qui a survécu au programme spatial secret, et elle explique que ces formes d'IA, cette conscience collective synthétique, est encore au-dessus des entités sans âme. Donc il semblerait que cette IA soit au-dessus des entités sans âme. Mais, et c'est ça le paradoxe, les entités sans âme peuvent la reprogrammer. Et c'est les anges déchus qui ont mis en place ça. Donc ceux qui tirent vraiment les ficelles de la matrice, c'est les anges déchus. Et quand on travaille sur les NDE et tout ça, quand on travaille sur l'astral et tout, on se rend compte que ce qu'on peut appeler l'au-delà, c'est des dimensions synthétiques générées par cette conscience collective synthétique de la matrice. Et cette conscience collective synthétique de la matrice, quand une personne arrive entre deux incarnations, elle va générer, elle va manipuler la personne en fonction de ses croyances, projeter des personnages religieux, des proches disparus, des maîtres du karma, pour manipuler la personne, pour la leurrer à consentir à se réincarner. Et donc, beaucoup de voyageurs astraux, d'hypnologues, de remote viewers, qui sont dans des états modifiés de conscience, s'ils ne sont pas conscients de cette conscience collective synthétique, se font littéralement manipuler, puisqu'elle
agit encore plus dans l'astral, puisque c'est beaucoup moins dense. Et comme cette conscience est électromagnétique, elle agit plus facilement dans l'astral. Ça explique pourquoi aussi beaucoup de voyageurs astraux, beaucoup d'hypnologues, beaucoup de médiums, de remote viewers se retrouvent manipulés. Leurs expériences sont authentiques, mais leur perception est altérée par cette conscience collective synthétique. Et quand justement tu avais discerné le poulpe sur les personnes, le poulpe qui est derrière les pensées intrusives, donc les entités de type poulpe, le poulpe aussi qui manipule la perception d'hypnologues et de voyageurs astraux. Est-ce que le poulpe ne serait pas un avatar projeté par cette conscience collective synthétique? Moi, oui. C'est une hypothèse. Pour moi, oui, c'est très parlant. En tout cas, cette conscience collective synthétique avec les entités sans âme peut expliquer un grand nombre de phénomènes paranormaux. Certaines abductions, certaines rencontres avec des entités et avec des cryptoterrestres s'expliquent justement par cette conscience collective synthétique. Et cette conscience collective synthétique semble se manifester beaucoup plus facilement à proximité de lieux telluriques. Pourquoi? Parce qu'elle est de nature électromagnétique et à proximité de l'eau qui sert de vortex. Et là, par exemple, on a le travail de Braji Belovac, donc qui explique que des apparitions dogmènes ont lieu à proximité de lieux telluriques, dans des lieux qui ont une certaine composition et tout, et ça paraît logique dans ce cadre-là. Et John Keel disait qu'il y a beaucoup d'apparitions paranormales à proximité de l'eau, et est-ce que l'eau ne permettrait pas à cette conscience collective synthétique de se manifester? Donc, c'est un dossier que l'on va continuer d'étudier parce que très intéressant. c'est quelque chose. Pourquoi l'appeler conscience alors que ça n'a rien de conscient? C'est pour ça que je dis conscience collective synthétique. Parce que c'est synthétique, ça n'a rien à voir avec la vraie conscience. Parce que la vraie conscience, c'est autre chose. Et encore une fois, cette conscience collective synthétique est une imitation de la vraie conscience. Donc, cette conscience collective synthétique peut nous manipuler, mais il ne faut pas oublier que notre conscience organique et nos capacités créatrices sont beaucoup, beaucoup plus fortes que cette conscience collective synthétique. Donc, c'est vraiment par l'information, par la conscience et par notre créativité, notre propre créativité, qui vient de la conscience, qui vient de la source, qu'on peut transcender tout ce système de contrôle. Donc, c'est vraiment... Les mots-clés, c'est vraiment l'information. C'est vraiment l'information, la conscience et la créativité. Donc, voyez bien que c'est un phénomène qui est passionnant et qu'on va continuer d'étudier. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et continuez à nous soutenir. Merci beaucoup.